Paris grelottait sous une pluie d'hiver fine et glaciale, celle qui s'infiltre dans les os et colore la ville de nuances de gris. Dans le 8e arrondissement, les avenues élégantes brillaient sous les lampadaires, leurs reflets dansant sur le pavé détrempé. À l'intérieur d'un restaurant de haute gastronomie, l'atmosphère était tout autre. C'était une bulle de chaleur, de lumières ambrées et de conversations feutrées. Les clients, vêtus avec une élégance discrète, savouraient des plats qui ressemblaient à des œuvres d'art. Derrière une immense baie vitrée qui la séparait du monde extérieur, Éléonore était assise seule. Elle observait les gouttes de pluie tracer des chemins sinueux sur la vitre, chaque goutte semblant emporter avec elle un peu plus de la chaleur de son âme, la laissant spectatrice d'un monde auquel elle n'appartenait plus vraiment, malgré sa place au cœur de celui-ci. Assise à sa table, Éléonore incarnait le succès. À 35 ans, elle était la PDG d'une start-up florissante, une figure respectée de la French Tech. Son tailleur de créateur tombait parfaitement, ses bijoux étaient discrets mais valaient une fortune, et pas une mèche de cheveux ne dépassait. Pourtant, un observateur attentif aurait pu déceler la fissure dans cette armure parfaite. Ses yeux, fixés sur l'assiette gastronomique à peine touchée, étaient voilés d'une profonde mélancolie, d'une lassitude qui ne correspondait pas à son âge ni à son statut. Elle avait tout ce que la société considérait comme enviable: un penthouse avec vue sur la tour Eiffel, une carrière brillante, une indépendance financière totale. Mais chaque soir, le silence de son appartement luxueux lui criait sa solitude. La nourriture devant elle ne pouvait apaiser la faim qui la rongeait de l'intérieur, une faim de sens, de connexion, de chaleur humaine. C'est alors qu'une petite silhouette apparut de l'autre côté de la vitre, une forme fragile se détachant à peine de l'obscurité de la nuit. C'était une enfant, pas plus de 8 ans. Ses vêtements étaient minces, usés, terriblement inadaptés au froid mordant. Son visage était maculé de suie, mais ses yeux, immenses et sombres, brillaient d'une intensité poignante. Pendant un long moment, la petite Inès resta là, le visage pressé contre la vitre froide, son souffle chaud créant une buée éphémère. Son regard n'était pas fixé sur Éléonore, mais sur l'assiette, sur cette nourriture abondante et colorée. Après une hésitation qui sembla durer une éternité, mue par un désespoir plus fort que la peur, elle poussa la lourde porte du restaurant et s'avança timidement à l'intérieur, un petit fantôme dans un palais de cristal. Ignorée par le maître d'hôtel trop occupé à saluer des clients importants, Inès traversa la salle, ses pas silencieux sur l'épaisse moquette. Elle s'arrêta juste à côté de la table d'Éléonore, qui leva enfin les yeux de sa contemplation vide. La petite fille tremblait, de froid ou de peur, ou peut-être d'une voix si basse qu'elle fut à peine audible, un murmure fragile qui portait pourtant le poids de jours de souffrance. Elle demanda: « Madame, pardonnez-moi, vous allez manger tout ça? C'est que ça fait 3 jours que je n'ai rien mangé. » Les mots, d'une innocence brutale, frappèrent Éléonore avec la violence d'un coup de poing. L'armure de succès et de contrôle se brisa en 1000 morceaux. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas des larmes de pitié, mais celles de la reconnaissance soudaine et douloureuse de sa propre faim. Sans un mot, ignorant les murmures et les regards désapprobateurs qui la suivaient comme des ombres, Éléonore régla l'addition avec une rapidité déconcertante. Elle prit doucement la main d'Inès, une petite main glacée et tremblante dans la sienne, et la guida hors de cette bulle de luxe. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais pour la première fois, Éléonore ne la sentait plus. Son chauffeur, habitué à ses ordres précis et à ses silences calculés, ouvrit la portière de la berline noire sans poser de questions, son visage une étude de neutralité professionnelle. Le trajet jusqu'à son penthouse se fit dans un silence profond, non pas le silence vide et pesant qu'Éléonore connaissait si bien, mais un silence nouveau, rempli de la présence fragile de l'enfant endormi contre son épaule, épuisé par la faim et l'émotion. C'était un silence plein de promesses et de peurs inconnues. Arrivée dans l'immense appartement qui
Surplombait Paris, la contradiction était encore plus frappante. Le design minimaliste, les œuvres d'art contemporains et les surfaces de marbre froid semblaient rejeter la petite fille aux vêtements souillés. Mais Éléonore ne vit rien de tout cela. Elle ne vit que le besoin. Avec une délicatesse qu'elle ne se connaissait pas, elle prépara un bain chaud pour Inès. L'eau fumante, les bulles de savon et les serviettes moelleuses étaient un univers que la petite ne connaissait pas. Inès, d'abord, une craintive, se laissa faire, son corps se détendant peu à peu sous la chaleur bienveillante. Vêtue d'un pyjama en soie beaucoup trop grand pour elle, elle ressemblait à une poupée fragile, perdue dans un château de géants. Éléonore l'aborda dans un lit d'amis, la regardant s'endormir presque instantanément, le visage enfin apaisé, libéré pour quelques heures du poids de la survie. Cette nuit-là, Éléonore ne dormit pas. Assise dans un fauteuil face à la baie vitrée, elle observait les lumières de la ville scintiller en contrebas, mais son regard était tourné vers l'intérieur. La présence de cet enfant avait réveillé quelque chose de très ancien en elle, un souvenir enfoui sous des années de succès et de contrôle. Elle se revit, elle aussi une petite fille, abandonnée non pas dans la rue, mais dans les couloirs froids d'un internat prestigieux par des parents trop occupés par leur propre vie. Elle se souvint de la solitude, du sentiment de n'être jamais assez, de la faim d'amour qui l'avait poussée à construire cette forteresse impénétrable autour de son cœur. En voulant nourrir Inès, elle avait, sans le savoir, commencé à nourrir l'enfant affamé qui sommeillait en elle, et cette prise de conscience était à la fois terrifiante et libératrice. Le matin se leva, sur un ciel gris, la lumière pâle s'infiltrant dans l'appartement silencieux. Éléonore se réveilla avec une sensation étrange, un mélange d'anxiété et d'une sorte d'espoir prudent. Elle se leva, le cœur battant un peu, et plus vite, et se dirigea vers la chambre d'amis. La porte était entr'ouverte, elle la poussa doucement. Le lit était vide, les draps étaient soigneusement repliés, le pyjama en soie posé sur l'oreiller. Inès avait disparu. Une vague de froid glacial, plus intense que la pluie de la veille, submergea Éléonore. Elle parcourut l'appartement, appelant son nom d'une voix qui se brisait, mais la seule réponse fut l'écho de sa propre détresse dans les pièces vides. La petite fille s'était évaporée, ne laissant derrière elle que le silence assourdissant de son absence, un silence qui criait l'abandon. La panique qui s'empara d'Éléonore fut totale, irrationnelle. Ce n'était pas la déception d'une bonne action inachevée, c'était la réactivation d'une blessure primitive. Le vide qu'elle avait senti la veille au restaurant était revenu, mais décuplé, béant. C'était la douleur brute de l'abandon, la même qu'elle avait ressentie à 8 ans, le jour où elle avait compris que personne ne viendrait la chercher pour les vacances. Son monde, si parfaitement contrôlé, s'effondrait. C'est précisément dans ces moments de rupture que l'on saisit la véritable portée d'une histoire. Si ce témoignage vous émeut, songez à vous abonner pour nous permettre de continuer à partager des récits qui, comme celui-ci, révèlent la profondeur de l'âme humaine et l'importance de chaque connexion. Ses premières pensées furent confuses. Elle appela son assistante, puis raccrocha. Elle composa le numéro de sa mère, une femme distante qui vivait à Genève, avant de réaliser l'absurdité de sa démarche. Que lui dirait-elle? Qu'une enfant des rues qu'elle avait recueillie la veille s'était enfuie. Elle pouvait déjà entendre la réponse, un mélange de réprobation et d'inquiétude condescendante. « Mais Éléonore, à quoi pensais-tu? Tu es devenue folle, une enfant de la rue. C'est dangereux, tu ne sais rien d'elle. » Ses amis, son cercle social, tous réagiraient de la même manière. Ils verraient son geste comme une excentricité, une folie passagère, et non comme ce qu'il était vraiment. Un cri du cœur, un besoin vital de se reconnecter à l'humanité. Elle était seule, plus seule que jamais, face à ce nouveau vide. Pendant ce temps, Inès courait dans les rues humides de Paris. Elle n'était pas partie par ingratitude. Au contraire, la gentillesse d'Éléonore l'avait terrifiée. Ce luxe, ce confort, ce silence, tout cela lui était étranger, menaçant. Elle avait grandi avec l'idée qu'elle ne méritait rien, que
Chaque main tendue cachait un prix à payer. Dans son esprit d'enfant, rester aurait été une erreur. Tôt ou tard, la femme gentille se lasserait d'elle, la gronderait, la chasserait. Il valait mieux partir d'elle-même, retrouver le monde qu'elle connaissait, aussi dur soit-il. La chaleur du bain, la douceur du lit, tout cela n'était qu'un rêve douloureux. En s'enfuyant, elle croyait se protéger de la blessure inévitable d'un nouvel abandon, ne réalisant pas qu'elle venait d'infliger cette même blessure à la seule personne qui avait vu au-delà de sa saleté. Éléonore, après des heures d'indécision paralysante, décida d'agir. Elle se rendit au commissariat le plus proche pour signaler la disparition. L'accueil fut poli, mais froid. Un policier fatigué prit sa déposition avec un scepticisme à peine voilé. « Vous n'avez aucun lien de parenté? Vous ne connaissez pas son nom de famille? Madame, nous ne pouvons pas lancer un avis de recherche pour une enfant dont nous ne savons rien, qui n'est légalement personne pour vous. » Elle se heurta au mur de la bureaucratie, à la logique implacable du système. Pour eux, Inès n'était qu'une statistique potentielle, une SDF mineure non identifiée. La frustration laissa place à une rage froide. Si le système ne pouvait pas l'aider, alors elle trouverait Inès par ses propres moyens. La PDG impeccable disparut. À sa place, une femme possédée par une seule mission émergea. Éléonore troqua ses tailleurs pour des jeans et des baskets, sa berline pour le métro et de longues heures de marche. Elle retourna près du restaurant, interrogeant les commerçants, les sans-abri, les bénévoles des associations. Elle apprit à naviguer dans le Paris invisible, celui des soupes populaires, des centres d'hébergement d'urgence et des campements de fortune sous les ponts. Chaque jour, elle montrait une photo d'Inès qu'elle avait prise discrètement avec son téléphone pendant que la petite dormait. La plupart des gens secouaient la tête, mais certains la regardaient avec une nouvelle forme de respect. Ils ne voyaient plus la femme riche, mais une femme en quête, une mère cherchant son enfant, et dans ce monde, cette quête était une langue universelle. Les semaines passèrent, se transformant en un brouillard de fatigue et de fausses pistes. L'hiver s'intensifiait, rendant les nuits parisiennes encore plus dangereuses pour ceux qui n'avaient pas de toit. L'espoir d'Éléonore commençait à s'effriter, remplacé par une peur sourde et inconstante. Et puis, un soir, alors qu'elle aidait à distribuer des repas chauds avec une petite association de quartier, une vieille dame lui prit le bras. « Cette petite, je crois l'avoir vue, » dit-elle en regardant la photo. Elle toussait beaucoup, très malade. On m'a dit qu'on l'avait emmenée au foyer d'accueil de la rue de la Charité. Un nom, un lieu, une piste. L'espoir, fragile mais tenace, renaquit violemment dans le cœur d'Éléonore, lui donnant la force de continuer. Le foyer, d'accueil d'urgence, était un bâtiment austère, rempli de bruit, d'odeurs de désinfectants et de misère humaine. C'était un lieu de transit, un refuge temporaire pour les âmes perdues de la ville. Éléonore s'avança dans le dortoir principal, un immense espace où des dizaines de lits de camp étaient alignés. Ses yeux scannèrent la pièce, cherchant désespérément un visage familier parmi les corps fatigués. Et soudain, elle la vit. Dans un coin, recroquevillée sur un matelas fin, se trouvait Inès. Elle était encore plus mince que dans son souvenir. Son visage était pâle et ses joues étaient rougies par la fièvre. Elle tremblait sous une couverture fine, seule, au milieu de la foule, son corps secoué par une toux sèche et douloureuse. Le cœur d'Éléonore se serra au point de lui couper le souffle. Toute la colère, la frustration et la peur des dernières semaines s'évanouirent, ne laissant place qu'à un amour protecteur et une douleur immense. Elle s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. Inès sentit une présence et ouvrit les yeux. Ses grandes pupilles, dilatées par la fièvre, s'écarquillèrent en reconnaissant Éléonore. Mais il n'y eut pas de soulagement dans son regard, seulement de la peur. Elle se recroquevilla davantage, comme un animal blessé s'attendant à un coup. Elle pensait qu'Éléonore était venue pour la gronder, pour lui reprocher d'avoir fui, pour lui dire à quel point elle avait été une mauvaise fille. La distance entre leurs deux mondes semblait, à cet instant, plus infranchissable que jamais.
Au lieu de la réprimander, au lieu de laisser transparaître la moindre once de reproche, Éléonore fit quelque chose qui brisa les dernières barrières de sa propre forteresse. Elle s'agenouilla lentement sur le sol froid et sale du foyer, ignorant les regards curieux autour d'elle, se mettant au niveau de la petite fille. Ses yeux, les mêmes yeux qui avaient analysé des bilans financiers et intimidé des conseils d'administration, étaient maintenant remplis de larmes qui coulaient sans retenue sur ses joues. Elle tendit une main tremblante, non pas pour saisir, mais pour offrir, la paume ouverte dans un geste de supplication silencieuse. « Inès » murmura-t-elle, sa voix brisée par une émotion si pure et si puissante qu'elle en était méconnaissable. « Je ne suis pas fâchée, pas du tout, j'ai juste eu si peur de t'avoir perdue. » Elle prit une profonde inspiration, cherchant les mots qui pourraient combler le gouffre entre leurs deux mondes, des Betuogidoth. Un mot qui ne venait pas de son intelligence, mais de la blessure béante que le départ d'Inès avait rouverte en elle. Quand tu es parti ce matin-là, ce silence dans l'appartement, ce n'était plus le même. C'était le vide. Le même vide que j'ai ressenti toute ma vie, mais en 1000 fois pire. J'ai compris à ce moment-là que ce n'était pas moi qui te sauvais de la faim cette nuit-là. C'était toi qui me sauvais de la mienne. J'ai besoin de toi dans ma vie, Inès, plus que tu ne peux l'imaginer. S'il te plaît, me laisserais-tu devenir ta famille? La question resta suspendue dans l'air, non pas comme une offre de charité, mais comme la plus humble des requêtes. Inès la regarda, ses grands yeux fiévreux, essayant de comprendre la signification de ces mots. Famille. Ce mot n'avait jamais été qu'une abstraction douloureuse, une chose que les autres enfants avaient et qu'elle ne connaîtrait jamais. Personne ne lui avait jamais dit avoir besoin d'elle. On avait besoin qu'elle ne fasse pas de bruit, qu'elle ne dérange pas, qu'elle disparaisse. Mais qu'on ait besoin d'elle pour combler un vide, c'était une idée si nouvelle, si bouleversante, qu'elle fit s'effondrer toutes les défenses qu'elle avait mis des années à construire. Un sanglot secoua son petit corps, un son rauque de douleur et de soulagement mêlés. Lentement, ses petits bras se dénouèrent de leur position protectrice et elle se jeta en avant, s'agrippant au cou d'Éléonore avec la force du désespoir et de l'espoir, enfin, retrouvés. Elles restèrent ainsi, agenouillées sur le sol du foyer, deux âmes solitaires se tenant l'une à l'autre comme à une bouée de sauvetage au milieu d'un océan de solitude. Les bruits du dortoir, les toux, les murmures, tout s'effaça pour ne laisser place qu'au son de leur cœur battant à l'unisson. C'était l'instant où deux univers entraient en collision pour n'en former plus qu'un, un instant de vérité si pur et si rare qu'il semblait sacré. C'est pour vivre et partager de tels moments, de connexion profonde, que nous continuons ce travail. Si ce récit vous touche, songez à vous inscrire pour nous aider à mettre en lumière d'autres histoires qui, comme celle-ci, nous rappellent que l'amour est la seule réponse véritable à la solitude. L'étreinte dura longtemps jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent et se transforment en un silence apaisé. Éléonore se releva enfin, tenant Inès blottie contre elle. Le corps de la petite était brûlant de fièvre. La femme d'affaires reprit le dessus, mais une version transformée, animée non plus par l'ambition mais par un amour féroce et protecteur. D'une voix calme mais qui ne tolérait aucune objection, elle s'adressa à une responsable du centre qui les observait de loin. « Cette enfant est malade. Elle a besoin d'un médecin immédiatement. Je m'occupe de tout. Elle ne passera pas une nuit de plus ici. » À partir de ce soir, elle rentre à la maison. Ce n'était plus un appartement luxueux, un penthouse avec vue. C'était devenu en une seule phrase, une maison, un foyer, leur foyer. Le chemin pour faire d'Inès sa fille, aux yeux de la loi, fut un véritable parcours du combattant, un labyrinthe de bureaucratie et de scepticisme. Mais l'Éléonore qui affrontait les services sociaux n'était plus la femme d'affaires calculatrice. C'était une lionne protégeant son petit. Elle mobilisa les meilleurs avocats, non pas avec l'arrogance du pouvoir, mais avec la détermination silencieuse et inébranlable d'une mère. Chaque formulaire rempli, chaque entretien avec un psychologue, chaque audience devant un juge était une bataille menée avec une concentration féroce.
Elle, qui avait négocié des contrats de plusieurs millions d'euros, découvrait que rien n'avait jamais eu autant d'enjeux. Elle ne se battait plus pour des parts de marché, mais pour le droit de donner un foyer, un nom, un avenir à l'enfant qui avait déjà conquis son cœur et sauvé son âme. Lentement, l'appartement qui surplombait Paris se métamorphosa. Le penthouse froid et minimaliste, autrefois un mausolée dédié au succès solitaire, devint un foyer vibrant de vie. Le silence fut chassé par les rires d'Inès, par la musique de dessins animés et par les conversations animées autour du dîner. Les surfaces en marbre immaculé furent bientôt ornées de dessins d'enfants colorés, fièrement fixés avec des aimants. Un coin du vaste salon fut transformé en espace de jeu, un désordre joyeux de livres, de poupées et de crayons de couleur qui aurait horrifié l'ancienne Éléonore. Mais la nouvelle Éléonore ne voyait pas le désordre. Elle voyait la chaleur, la vie, la preuve tangible que son existence avait enfin trouvé un sens. Elle apprit à faire des crêpes le dimanche matin et à raconter des histoires avant de dormir, des rituels simples qui valaient plus que tous les dîners de gala du monde. Cette transformation personnelle ne pouvait rester confinée entre les murs de son appartement. Éléonore comprit que son expérience lui avait ouvert les yeux sur une réalité qu'elle avait, comme tant d'autres, choisi d'ignorer. Avec la même énergie qu'elle avait mise à construire sa start-up, elle créa la fondation Le Pont des âmes. Son objectif n'était pas seulement de fournir un toit et un repas chaud aux enfants des rues, mais de leur offrir ce dont Inès avait le plus manqué, un soutien psychologique, un accès à l'éducation, et surtout le sentiment d'être vue et aimée. Elle utilisa son réseau, son influence et une grande partie de sa fortune pour bâtir une structure solide et bienveillante. Elle n'était plus une simple PDG, elle était devenue une avocate passionnée pour les invisibles, donnant une voix à ceux que la société avait réduits au silence. Des années plus tard, par une soirée d'hiver semblable à celle de leur rencontre, Éléonore et Inès, devenues une adolescente épanouie, se tenaient sur le balcon de l'appartement. Elles ne regardaient pas les lumières de la ville comme un trophée, mais comme un rappel du chemin parcouru. La faim qui les avait réunis avait été apaisée, remplacée par une plénitude que ni l'argent ni le succès n'auraient jamais pu acheter. Éléonore avait appris que la plus grande des richesses n'était pas dans un compte en banque, mais dans la chaleur d'une main tenue dans la sienne. Leur histoire nous enseigne que même dans les nuits les plus sombres, une seule rencontre peut rallumer toutes les étoiles. C'est pour continuer à illuminer de tels récits d'espoir que votre abonnement est si important. Il nous aide à ne jamais oublier le pouvoir de la connexion humaine.